Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Guillaume Martin, je suis enseignant-chercheur au laboratoire CIMAP à Grenoble. Dans les quelques minutes qui suivent, je vais m'attacher à décrire le procédé de fusion sur lit de poudre à l'aide d'un faisceau d'électrons en essayant d'insister sur les principales caractéristiques de ce procédé. Ce cours se veut un complément du cours précédent qui a été donné par mon collègue Tiberiu Minea et dont l'objectif était de vous donner un aperçu des principaux phénomènes qui interviennent dans l'interaction entre un faisceau d'électrons et la matière. Le plan du cours s'organise comme suit. Dans un premier temps, je vais décrire la mise en œuvre du procédé, en vous guidant et en vous montrant pas à pas les différentes étapes du procédé. Dans un second temps, j'expliciterai la méthodologie habituelle que l'on utilise pour optimiser les paramètres du procédé. J'aborderai aussi à cette occasion la notion de défaut. Dans un troisième temps, je traiterai les principales caractéristiques et ce qui rend le procédé de fusion sur lit de poudre à l'aide d'un faisceau d'électrons si spécifique. Et enfin, je tirerai quelques grandes conclusions à la lumière de ce que j'aurais présenté précédemment. Vous voyez ici sur la partie gauche de votre écran une représentation schématique d'une machine de fusion sur lit de poudre à l'aide d'un faisceau d'électrons. Pour la partie supérieure, on notera une similitude avec le microscope électronique à balayage et la présence d'un canon à électrons capable, dans ce cas, de délivrer des puissances entre 3 et 6 kW. Les électrons sont extraits d'une cathode dont le matériau constitutif conditionnera la taille du faisceau d'électrons. Dans la partie inférieure, on retrouvera une chambre sous vide dans laquelle nous allons trouver deux réservoirs de poudre ainsi qu'un système de dépôt des couches de poudre. Jusqu'à très récemment, il n'y existait qu'un seul fournisseur de machines de fusion sur lit de poudre à l'aide d'un faisceau d'électrons, donc le suédois Arcam, aujourd'hui racheté par General Electric, ce qui a pu freiner un petit peu les développements autour de cette technologie. Mais très récemment, on a vu émerger sur le marché des concurrents, donc le japonais Geol, bien connu des microscopistes, ainsi que les chinois Qubim et Xiaolong Metal. Dans la suite de la description que je vais faire du procédé de fusion sur lit de poudre à l'aide d'un faisceau d'électrons, je vais utiliser la pièce conçue ici par ordinateur et je vais décrire sa construction tout au long des différentes étapes du procédé. Une fois la machine mise sous vide, les poudres vont tomber par gravité depuis les réservoirs de poudre et le racleur va nous permettre de déposer une couche de poudre à la surface de notre substrat de construction. La taille des poudres est généralement comprise entre 40 et 120 microns, avec une morphologie de poudre plutôt sphérique, comme vous le voyez en bas à gauche sur votre écran, ce qui donne des densités relatives du lit de poudre autour de 50%. On travaille aussi généralement avec des épaisseurs de couches s'étalant entre 50 et 200 microns. Une fois la mise en couche réalisée, intervient l'étape de préchauffage. Cette étape de préchauffage est cruciale dans le procédé de fusion sur lit de poudre à l'aide d'un faisceau d'électrons. Ici, le préchauffage est réalisé à l'aide du faisceau d'électrons lui-même, mais un faisceau d'électrons défocalisé dont le diamètre est autour du millimètre. Ce préchauffage va permettre d'abord de consolider le lit de poudre, c'est-à-dire de créer des contacts entre les particules de poudre constituant le lit de poudre, afin d'évacuer les charges négatives apportées par le faisceau d'électrons et d'éviter des phénomènes de force répulsive électrostatique. Il convient ici de souligner que la température à laquelle le préchauffage est réalisé va dépendre notoirement de la nature du matériau que l'on souhaite fabriquer. Autour de 700 degrés pour le Ta6V, entre 800 et 1050 pour des superalliages base nickel, et entre 400 et 500 degrés pour du cuivre ou des alliages de cuivre. Cette étape de préchauffage est extrêmement critique. En cas de consolidation du lit de poudre insuffisante, des forces répulsives électrostatiques se développent et donnent naissance à ce qu'on appelle des smokes. Donc les smokes, ce sont en fait un nuage de poudre qui se crée à l'intérieur de la machine qui interrompt le procédé et empêche la construction des couches successives. Vous en avez une illustration ici sur votre écran à droite. Vous avez un lit de poudre avant que le faisceau d'électrons n'impacte ce dernier. Ensuite, vous avez l'image où le faisceau d'électrons va impacter le lit de poudre. Et dans le cas
où ce dernier n'est pas suffisamment consolidé, alors vous avez création d'un nuage de poudre qui va interrompre immédiatement votre procédé. Cette étape de préchauffage qui conduit à la consolidation du lit de poudre est donc une étape clé et délicate lorsque l'on souhaite mettre en œuvre un matériau par le procédé EPBF. Cette consolidation et cette sensibilité au phénomène de smokes va dépendre principalement de deux choses. La première étant les propriétés physiques du matériau, en particulier la densité pour ce qui concerne la gravité, la conductivité électrique du lit de poudre, et celle-ci est aussi conditionnée par la topologie du lit de poudre, l'arrangement local des grains de poudre. Une fois l'étape de préchauffage optimisée, le lit de poudre va être fondu de manière sélective à l'aide d'un faisceau d'électrons focalisé cette fois-ci, dont le diamètre est environ égal à 500 microns. Une fois la couche fondue, le substrat de construction descend d'un incrément égal à l'épaisseur de couche, puis une nouvelle couche de poudre est déposée, préchauffée, puis fondue. Ce processus itératif est répété jusqu'à fabrication de la pièce intégrale. Une fois la fabrication terminée, le gâteau de poudre consolidé contenant les pièces fondues, dont on voit un exemple ici en bas sur la gauche, est amené dans le système de dépoudrage, dans lequel des poudres sous pression sont projetées sur le gâteau de poudre de manière à dépoudrer les pièces et à ne récupérer que les parties qui ont été fondues. On obtient à la fin donc le substrat de construction sur lequel se trouvent les différentes pièces qui ont été fondues de manière sélective à l'aide de notre faisceau d'électrons. Maintenant que vous êtes familier avec le procédé EPBF et que les conditions de préchauffage ont été optimisées, que l'on est dans une fenêtre de stabilité vis-à-vis des phénomènes de smoke, il convient dès lors d'optimiser les conditions de fusion. Pour ce faire, on passe généralement par des critères énergétiques, que ce soit en termes de densité linéaire surfacique ou volumique d'énergie, et on va mener des études à l'aide de plantes d'expérience visant à faire varier ces paramètres, donc typiquement la puissance et la vitesse du faisceau d'électrons, de manière à identifier les conditions optimales de fusion de nos pièces. On distingue généralement sur des cartes de processabilité, comme vous avez ici au centre, trois régimes. Le régime qui correspond à un déficit d'énergie et sur lequel on reviendra tout à l'heure. Un régime d'optimisation des conditions de fusion sur lequel on voit qu'on distingue et qu'on discerne assez bien les différents cordons de fusion sur la surface supérieure des pièces. Et enfin, un régime correspondant à un excès d'énergie qui lui se manifeste par une distorsion assez prononcée de la surface supérieure de nos pièces. Je vais maintenant revenir brièvement sur les trois différents régimes de fusion décrits précédemment. Donc en premier lieu, le régime qui correspond à un déficit d'énergie, pour lequel on a deux critères qui nous permettent de s'assurer que l'on est dans ce régime-là. Le premier, c'est l'observation de la surface supérieure de nos pièces, qui a un aspect peau d'orange et qui suggère donc la présence de porosité. Et le second critère, c'est la présence de porosité, donc de manque de fusion, comme on peut le voir ici sur cette coupe micrographique, ou encore sur cette vue 3D issue d'une caractérisation par microtomographie ou rayons X. Ensuite, par opposition au régime dans lequel on a un déficit d'énergie, on va trouver à l'opposé le régime avec un excès d'énergie, qui lui va se manifester, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, par des fortes distorsions de la surface supérieure des pièces, et quand on le regarde sous une forme d'une coupe polie, on peut, au fur et à mesure qu'on va empiler des couches, aggraver ce phénomène, ce qui veut dire qu'au centre des pièces, on va au fur et à mesure déposer des couches qui n'ont plus l'épaisseur visée initialement, et donc obtenir au centre ici dans la cuvette des possibles autres manques de fusion ou des manques d'adhésion entre les couches. Enfin, entre ces deux régimes se trouve le régime des conditions de fusion optimisées. Deux critères de nouveau, celui qui concerne la surface supérieure des pièces, sur lequel cette fois-ci on va distinguer très bien les différents cordons de fusion. Ensuite, sur des coupes métallographiques, on va pouvoir vérifier l'absence de porosité de type manque de fusion et la présence de quelques porosités très sphériques qui sont probablement des gaz occlus qui proviennent des poudres. On atteint généralement ici des densités
qui peuvent atteindre 99,95%. C'est très très élevé. Vous avez ici la confirmation de nouveau avec une caractérisation par tomographie aux rayons X qui montre de nouveau uniquement la présence de porosité sphérique dans les pièces construites avec des conditions de fusion optimisées. Un mot maintenant sur les différents défauts que l'on rencontre dans les pièces fabriquées par le procédé EPBF, puisqu'en fait, faut bien garder en tête que la fabrication additive va par essence générer un grand nombre de défauts, même si in fine un grand nombre d'entre eux peuvent s'auto-corriger quelque part dans la construction couche par couche. Alors pour le PBF, on peut mentionner différents défauts que l'on rencontre dans la littérature, donc de la délamination intercouche qui peut intervenir quand on a des contraintes thermiques suffisantes. On peut aussi noter des distorsions, toujours pareil, qui sont causées par des gradients thermiques importants entre pièces massives et lits de poudre, comme vous en avez un exemple ici en bas à gauche. Et enfin, des défauts de surface importants, donc on gardera en tête la rugosité sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais aussi de manière plus sévère, la présence de défauts de type entaille ou de type pile d'assiette, comme vous pouvez le voir ici sur une coupe de dés issue d'une caractérisation par microtomographie aux rayons X. Après avoir abordé les défauts de type géométrique ou les défauts de surface, il faut passer un petit peu de temps pour aborder les défauts internes, et en particulier les défauts de type porosité. Donc parmi les porosités, on peut mentionner les manques de fusion ou les ports de gaz occlus, qu'on a déjà un petit peu évoqué lorsqu'on a décrit comment on procède pour optimiser les conditions de fusion lors du procédé EPBF. Mais on peut noter également la présence d'autres types de porosité, donc des pores cheminés, comme vous pouvez le voir en bas sur la droite ici, qui sont ici imagés in situ par de l'imagerie proche infrarouge, et on peut ensuite valider la présence et la morphologie de ces défauts à l'aide d'une caractérisation post-mortem par microtomographie aux rayons X. Ou pire, des défauts qui sont issus de la fin de solidification, donc des micro-retassures, ou des défauts encore plus néfastes de type fissuration en fin de solidification, donc vous voyez un petit exemple ici. Pour terminer, je voudrais mentionner ici le fait que dans certaines études, certains auteurs proposent en fait d'exploiter le faisceau d'électrons pour pratiquer l'imagerie électronique de telle sorte à vraiment profiter pleinement du fait que notre source d'énergie c'est un faisceau d'électrons, et donc on peut faire de l'imagerie avec et tirer des informations sur par exemple les porosités ou éventuellement la chimie de surface de nos différentes pièces. J'aborde maintenant la troisième partie du cours, dont l'objectif ici est vraiment de balayer les différentes spécificités du procédé EPBF. À mon sens, c'est vraiment la partie la plus intéressante parce qu'elle va vous donner quelque part un guide pour percevoir les particularités et les spécificités du procédé EPBF. Donc je commence ici par dire un mot sur les interactions faisceau-matière, bien que cet aspect-là ait été plus largement traité par la présentation précédente. Donc il faut garder en tête ici que l'interaction entre le faisceau et la matière, quand on utilise un faisceau d'électrons, elle se fait de manière beaucoup plus volumique que lorsqu'on utilise un faisceau laser. Parce que quand on a un faisceau laser, l'interaction se fait beaucoup plus en extrême surface. Deuxième aspect au niveau de l'interaction entre le faisceau et la matière. En faisceau d'électrons, on a moins de problèmes de réflectivité. Donc j'ai mis un petit graphique ici en haut à droite qui illustre l'absorptivité en fonction de la longueur d'onde, donc pour les faisceaux laser. Et on voit que pour les faisceaux laser, certains matériaux, donc comme le cuivre et l'or, absorbent très peu finalement des lasers qui ont une longueur d'onde dans le domaine de l'infrarouge. Ce qui n'est pas du tout le cas pour un faisceau d'électrons. Ce qui veut dire que c'est moins problématique pour élaborer ce type de matériaux-là par faisceau d'électrons. Enfin, dernier point que je voudrais souligner ici, c'est qu'en faisceau d'électrons, on peut atteindre un régime de Ki-Hall, mais quand on regarde la bibliographie de la fabrication additive à l'aide d'un faisceau d'électrons, on voit très peu d'études qui reportent justement des porosités de type Ki-Hall, et ça c'est simplement lié au fait que l'énergie délivrée par les canons à électrons qui sont utilisés dans les machines de fusion sur lit de poudre par un faisceau d'électrons sont généralement pas suffisamment énergétiques pour justement atteindre ces régimes de Ki-Hall. On voit par contre dans des systèmes
de soudage par faisceau d'électrons qui délivre des énergies beaucoup plus importantes des phénomènes de type Kihol. Les états de surface des pièces fabriquées par fusion sur lit de poudre à l'aide d'un faisceau d'électrons sont généralement très rugueuses avec des RA qui avoisinent les 30 à 40 microns. Cette rugosité est généralement problématique au niveau des propriétés mécaniques et en particulier en fatigue. Ceci sera abordé ultérieurement dans des cours dédiés aux propriétés mécaniques. Donc cette rugosité là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que elle est issue de plusieurs types de défauts de surface, donc soit des poudres partiellement fondues, soit des entailles comme j'ai décrit tout à l'heure, ou des effets piles d'assiette liés à l'empilement des couches les unes sur les autres. Enfin, dernier aspect à évoquer, c'est la dépendance de la rugosité en fonction de l'orientation de construction. Donc vous avez un petit exemple ici sur la droite de 3 poutres qui sont fabriquées avec différentes orientations, donc 90 degrés, 0 degrés et 45 degrés. On notera que les rugosités vont dépendre de l'orientation de construction. On voit par exemple ici sur la section de la poutre construite à 0 degré, une rugosité très faible sur la surface supérieure et une rugosité très importante sur la surface inférieure. Comme expliqué dans la description du procédé EPBF, ce procédé présente la particularité d'avoir une étape de préchauffage en préambule de l'étape de fusion sélective. Cette étape de préchauffage va avoir un certain nombre de conséquences que je vais lister dans les transparents qui suivent. La première conséquence du préchauffage, c'est que ça peut permettre de construire des matériaux qui sont très sensibles aux contraintes résiduelles ou aux contraintes thermiques. Donc c'est généralement des matériaux qu'on qualifie de fissurants. Et donc cette étape de préchauffage va permettre une relaxation in situ des contraintes résiduelles et donc la fabrication de matériaux fissurants. L'exemple le plus frappant de ce type de matériaux, c'est les aubes de turbines qui sont fabriquées en TIAL. Il y a 2 usines de General Electric qui fonctionnent en Italie et qui produisent par ce procédé des aubes en TIAL. Autre conséquence d'avoir le préchauffage, c'est qu'on obtient un lit de poudre consolidé. Donc obtenir un lit de poudre consolidé, ça conduit à 3 autres conséquences. Ça va avoir des conséquences bénéfiques d'une part. Donc par exemple, ça limite l'utilisation de supports. Donc vous avez une petite image ici qui montre qu'on est capable de construire des pièces en surplomb sans utiliser des supports. On peut également empiler les pièces les unes sur les autres sans avoir la nécessité de relier les supports au substrat de construction. Le pendant négatif de ce lit de poudre consolidé, c'est qu'on va avoir besoin d'une étape de dépoudrage et que cette étape de dépoudrage est parfois impossible, notamment dans des canaux internes de pièces, typiquement des circuits de refroidissement. Une autre conséquence du préchauffage que les gens n'ont pas nécessairement en tête quand ils commencent à s'intéresser au procédé de fusion sur lit de poudre à l'aide d'un faisceau d'électrons, c'est la taille et la morphologie du bain de fusion. Alors, le bain de fusion, il va pouvoir avoir une morphologie très différente et s'étendre sur des distances tout à fait importantes, de l'ordre du millimètre voire du centimètre, pour plusieurs raisons. D'une part parce que l'apport énergétique pour fondre le matériau du fait qu'on préchauffe le lit de poudre est moins importante. D'autre part, on va pouvoir appliquer des vitesses de balayage extrêmement rapides parce que le faisceau d'électrons est défléchi à l'aide de bobines électromagnétiques, ce qui donne accès à des vitesses très très élevées, plusieurs mètres par seconde. Ce qui fait que quand on va fondre un cordon adjacent, le premier cordon qu'on aura fondu n'aura pas nécessairement eu le temps de se solidifier, ce qui veut dire que notre piscine de fusion, quand on a une vitesse rapide, elle va s'étendre non seulement sur toute la largeur de la pièce, et il va progresser le front de fusion de manière perpendiculaire à la direction de balayage. Alors que quand on applique une vitesse lente, on se retrouve dans une configuration qui ressemble plus à celle que l'on rencontre dans le procédé laser, avec un bain de fusion qui est une source de chaleur ponctuelle, comme on le voit ici sur l'image de droite. Tout ça, ça a des conséquences, et quand on compare la taille des bains de fusion entre des matériaux qui possèdent des propriétés physiques différentes, donc là j'ai comparé par exemple sur l'image en bas à gauche le cuivre à l'Inconel 718, le cuivre étant très conducteur, on arrive quand même à maintenir une piscine de fusion relativement grande, mais bien moins importante que ce qu'elle ne peut l'être sur un Inconel 718 dont la conductivité
thermique est bien moindre. La maîtrise de la taille et de la morphologie des bains de fusion dans le procédé EPBF permet d'avoir un contrôle assez précis et de maîtriser l'orientation et l'intensité des gradients thermiques pour, par exemple, produire ici un monocristal en superalliage base-nickel. On peut étendre ces possibilités en modifiant localement les paramètres procédés de telle sorte à changer l'orientation des gradients thermiques pour produire, par exemple, le célèbre DOE qui montre que localement on peut changer la texture ou la morphologie des grains. Le préchauffage va avoir aussi une conséquence sur l'histoire thermique vécue par les pièces qui sont fabriquées. Donc vous avez un exemple ici qui montre un profil thermique pris dans une pièce à une altitude donnée fabriquée par le procédé de fusion sur lit de poudre à l'aide d'un faisceau d'électrons. Et le préchauffage va avoir un rôle équivalent à un traitement thermique in situ. Donc si je m'appuie sur deux exemples pour l'illustrer, je peux prendre l'exemple du TA6V. Si on le refroidit très rapidement depuis les hautes températures, donc depuis le domaine bêta, on doit produire une structure métastable de type alpha'. Or, à cause du préchauffage, généralement dans le procédé EPBF, on aboutit plutôt à une structure de type alpha plus bêta, donc qui est la microstructure que l'on vise généralement parce qu'elle est moins fragile que la structure martensitique, ce qui nous permet dans ce cas de figure-là d'éviter d'avoir à faire un post-traitement thermique. Deuxième exemple assez frappant, quand on élabore un superalliage base-nickel durci par des précipités gamma' et qu'on va regarder l'évolution de la taille et de la morphologie de ces gamma' en fonction de la hauteur de la pièce, on s'aperçoit que les dernières couches, on a une très fine précipitation de ces précipités gamma', alors que dans le bas de la pièce, qui a vu un traitement thermique pendant plusieurs heures lors de la construction, on a eu croissance puis coalescence de ces précipités gamma'. Enfin, je terminerai sur une dernière conséquence du préchauffage. Donc comme expliqué tout à l'heure, il faut garder en tête ici que le préchauffage conduit à une consolidation du lit de poudre et que lorsque le faisceau d'électrons va fondre ce lit de poudre consolidé, ça va nous permettre d'éviter un certain nombre de phénomènes que l'on rencontre lorsqu'on fond un lit de poudre non consolidé avec un faisceau laser. Donc je pense ici notamment aux éjectats et autres spatters. Donc du fait que le lit de poudre soit consolidé, on va limiter fortement les éjectats et on va aussi noter l'absence de zones dénudées comme c'est le cas dans le procédé laser ici. Pour conclure, je dirais que le procédé de fusion sur lit de poudre par un faisceau d'électrons présente un certain nombre de similitudes avec le procédé consistant à fondre un lit de poudre à l'aide d'un faisceau laser, mais qu'il existe de vraies différences. Ces vraies différences peuvent provenir de l'interaction entre le faisceau et la matière. On obtient aussi également des états de surface qui sont assez différents entre le procédé EPBF d'une part et le procédé LPBF d'autre part. Et de nombreuses différences résultent en fait de l'étape de préchauffage qui conduit à un certain nombre de conséquences au niveau des contraintes résiduelles, de la sensibilité aux éjectats, de l'histoire thermique vécue par les pièces, du dépoudrage des pièces ou encore du supportage de ces mêmes pièces. Il ne faut donc pas opposer mais plutôt comparer et savoir connaître les plus et les moins de ces deux techniques. Enfin, je terminerai en vous alertant sur les a priori que l'on peut entendre ici et là. Le procédé EPBF ne se limite pas au TA6V. Aujourd'hui, de nombreux autres alliages s'élaborent par cette technique, notamment des superalliages, des intermétalliques de type TiAl, des alliages de cuivre, du niobium pur ou encore des alliages chrome-cobalt ou des aciers. Ce procédé ne se limite pas à des poudres grossières supérieures à 100 microns. On peut tout à fait utiliser des poudres plus fines et des poudres qui ne sont pas sphériques. Ces a priori, à mon sens, proviennent du fait qu'il y a beaucoup moins d'acteurs autour de ce procédé que ce qu'il n'y a d'acteurs autour du procédé laser, du fait que jusqu'à encore très récemment, il n'y avait qu'un seul fabricant de machines et que cela limitait un petit peu les innovations autour de cette technologie. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours introductif au procédé de fusion sur lit de poudre à l'aide d'un faisceau d'électrons. Et je voudrais ici indiquer pour terminer un certain nombre d'ouvrages, donc des thèses, des articles ou des sites web que j'ai utilisés pour construire ce cours introductif.